Adeline, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, très bien. Pris un bon petit déj, fait un petit footing, en pleine forme. C'est vrai, dès le matin? Ah bah il C'est faut. bien d'attaquer, c'est bien d'attaquer la journée avec une petite séance de sport. Ça fait toujours plaisir et du bien surtout. Je me mets dans le mindset d'un top performer. Le cliché de la Startup Nation. Je me lève à 5 heures du matin, je fais ma morning routine. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je pense qu'on est live. Oui, c'est bon, on est live. Je sais pas si vous êtes nombreux. On n'a pas trop de visu avec Adeline sur qui est là ou pas là. Donc on y va un petit peu, on y va un petit peu à l'aveugle. Mais c'est fort sympathique. On vous propose aujourd'hui, merci à vous d'être présents pour ce petit webinaire pré-vacances, ou ceux qui sont déjà partis en vacances, bah, tant mieux pour vous. Avec Aline, on va vous parler d'un sujet, c'est le recrutement, l'identification d'un top performer dans des équipes commerciales. C'est un gros sujet qui peut être un pain pour beaucoup de managers ou de founders, de CEO, etc. Donc, on va essayer de vous partager nos avis dessus. Ça vaut ce que ça vaut, mais on vous partagera notre expérience. Adeline, si tu veux, je vais me présenter. Je te laisserai la main après. Je me présente. Donc, moi, je suis le co-CEO de Pachamama. On est un collectif de recruteurs freelance. C'est une agence de recrutement spécialisée dans le recrutement de product, de tech, de sales, de people, de marketing, plutôt dans l'univers startup scale-up, mais aussi on recrute pour des PME, des grands groupes, etc. Et moi, je m'occupe de tous ces recrutements et ça fait 12 ans que je fais du recrutement. Voilà, donc j'ai une petite expérience dans le recrutement de profils commerciaux, donc je vais essayer de vous en faire bénéficier avec Adeline aussi. Et pourquoi on a choisi ce sujet? Tout simplement parce qu'on a beaucoup de retours de managers nous disant que c'est très difficile d'avoir des bons performeurs, des très bons éléments dans des équipes commerciales. Parfois, les niveaux sont un peu average et c'est dur d'identifier en amont ces profils-là. Donc nous, avec l'expérience qu'on a, on va essayer de vous transmettre en tout cas certains insights qu'on a pu regrouper pour que ça puisse vous aider, que vous puissiez avoir des actions concrètes à mettre en place après ce live-là, en espérant que ça puisse vous aider. Et voilà, voilà pour ma petite présentation. Adeline, je te laisse Top, la main. top. Bah merci Arnaud, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là sur un sujet qui me passionne. Peut-être quelques mots pour me présenter. Donc, moi, Adeline, donc, j'ai plutôt un profil sales commercial puisque j'ai fait 15 ans dans la vente B2B sur des environnements tech et plus particulièrement SaaS. Moitié de carrière sur des rôles même de commerciaux et des rôles plutôt d'account manager, notamment chez Oracle. Et ensuite, deuxième moitié de carrière, là, dans le management, dans un environnement startup, scale-up, notamment chez Spendesk ou Conto, où j'ai eu cette chance aussi de manager des équipes commerciales et de voir aussi recruter beaucoup de profils avec des succès, mais aussi des échecs. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous partager avec vous de cette expérience. Et comme on sait, le recrutement, c'est vraiment notre priorité numéro un et d'avoir les bons talents. J'en ai fait aussi mon cheval de lance en début d'année et j'ai souhaité aller justement maintenant mettre à profit mes expériences, mon expertise auprès de CEO et Head of Sales. Et c'est pour ça que j'ai rejoint aussi Pachamama pour développer le pôle commercial et accompagner nos clients au quotidien. Donc moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que si je reprends ma casquette d'ancienne Head of Sales, alors oui, je vais attendre une performance individuelle et des individus qui vont aller au-delà de leur objectif. Mais en tout cas, moi aussi, ma vision d'une équipe sales, c'est d'avoir des personnes qui vont avoir un impact sur l'équipe tout entière, en fait. Et l'idée d'avoir des profils qui vont vraiment niveler l'équipe vers le haut. Et moi, c'est ça qui fait en plus d'un profil commercial, en plus de sa capacité à délivrer ses chiffres. Donc, j'espère que vous allez apprendre de bons conseils. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, dans le chat aussi, à poser vos questions et on prendra ces questions avec plaisir. Ce qui peut être bien, toi, Adeline, petite précision, c'est que tu as bossé et dans des grands groupes, des grosses organisations, Oracle je me rappelle plus, Oracle, t'as fait Oracle et LinkedIn, Google non, également. et Google, ouais, Google, et aussi des plus petites boîtes, Spendesk par exemple, enfin, quand t'es arrivé. Du coup, t'as vu des profils différents, et ça sera assez pertinent. T'as pas vu que un type d'organisation. Ça, je pense que, en fonction aussi, ça c'est un sujet qui est aussi important quand on recrute un sales. C'est quel type de sales, quel type d'organisation. Ça, on reviendra dessus après.
Trop bien. T'es un peu ce qu'on appelle un profil bankable, Adeline, non? À chacun de juger. T'as bossé aux US, dans des grands groupes, dans des belles boîtes. C'est un peu le rêve sur papier de certains managers ou founders. Mais ça fait pas tout les beaux noms derrière. Il faut aussi bien bosser. Ce que je te propose, Adeline, si t'es OK, c'est qu'on passe un petit peu à ce premier sujet. C'est pour nous, comment on définit un top performer? Je te laisserai la main. Moi, je donnerai un petit peu aussi mon avis. Mais comment toi, quand tu bossais, c'était quoi pour toi un top performer? Que ça soit peut-être en amont, comment tu l'identifiais peut-être très rapidement sur la partie entretien, tu te dis ok lui c'est trop bien, c'est une star, je le veux. Et après aussi quand tu l'avais dans ton équipe, qu'est-ce qui te rassurait, etc. Comment tu toi tu définis un top performer? Ouais. Moi, je vais prendre 4 axes, donc c'est vrai que c'est assez riche. Bon, le 1er forcément, c'est les résultats, sa capacité à atteindre ses objectifs. Mais je dirais c'était peut-être moins les résultats, mais plus la manière. C'est quoi le taux de closing, la durée de ses cycles de vente, sa capacité justement à accoustir des cycles de vente. Donc voilà, la manière de délivrer ses résultats. Donc là, on est sur du quali. Après, forcément, sur du quali, où là, je vais regarder en fait la méthode et de vente. Donc vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, il maîtrise vraiment ses cycles de vente et il s'adapte aussi à sa typologie de clients, de persona. En tout cas, nous, dans le milieu aussi tech, B2B SaaS, on est vraiment sur l'approche consultative. Voilà, sa capacité à poser les bonnes questions, à écouter, aussi sa capacité d'influence, donc hyper important. Et aussi l'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, pour moi, ce qui fait la différence avec un top sales d'un sales de moyen, c'est vraiment sa capacité à être constant et en maîtrise de son pipe tout au long de la gestion de ses deals. Et donc, pour moi, ça, c'est des compétences clés. Ce qui Est-ce qu'il déborde y a sur mon... Oui, vas-y. est-ce qu'il y a un timing précis? Est-ce que c'est une constance sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'il y a un timing précis pour te dire ok, peut-être pas 10 ans, mais sur 18 mois, il est excellent, ce qui veut dire que pendant 3 4 ans, il va être sûrement très bon, ou c'est vraiment plus long? On va pas se mentir, en sales, et même si on est top performer, on a forcément des downs. Forcément, des mois, on va les délivrer peut-être 70-80% de nos objectifs. Mais du coup, c'est aussi ce que je vais regarder, c'est la capacité à rebondir, à être résilient et justement à pas se laisser aller plus down. Donc, il y aura forcément des pics, mais si je regarde de manière globale, cette personne, elle aura toujours la capacité à revenir et du coup, de manière linéaire, à avoir quand même cette constance. Donc ça va être peut-être pour l'aspect individuel, l'approche quantitative, qualitative. Et après, comme je le disais en introduction, c'est vraiment cet impact au niveau de l'équipe. Donc moi, je vais aller regarder les comportements. Est-ce que cette personne, elle partage? Est-ce qu'elle peut être un rôle modèle pour l'équipe? Encore une fois, je veux qu'elle tire l'équipe vers le haut. Sa capacité aussi à bien collaborer. Des fois, on va avoir des top performers, mais qui malheureusement sont des loups solitaires et se la jouent très solo. Et moi, en tout cas, personnellement, c'est le genre de comportement, j'estime, qui ne fait pas un top performer. Et du coup, sur le dernier axe, ce qui fait que vous allez avoir des commerciaux et des top performers qui vont vraiment être là pour le projet de la boîte, le projet de votre équipe, et qui du coup vont aller au-delà même de leur fiche de poste, mais qui vont faire des remontées, qui vont prendre des initiatives, qui vont tester des choses. Et en fait, comme je dis, c'est ça qui vont vraiment driver l'équipe vers le haut, quoi. Pour moi, c'est ça les éléments différenciateurs. Ok, ça marche. Sur le côté un peu soft skills et comportement humain, est-ce que tu vois un pattern, genre, je sais pas, quelqu'un de ultra positif, mindset ultra positif? Je sors ça comme ça, c'est la première chose qui me vient en tête, mais est-ce que il y a un pattern qui se dessine sur les top performers selon toi? C'est vrai qu'on me demande souvent, mais du coup, c'est quoi les qualités d'un top performer? Donc, instinctivement, ce qui nous vient sur des profils commerciaux, c'est voilà, la résilience, la détermination, euh, la compétition. Alors, je dirais oui. Donc, c'est pour ça que aussi le métier est pas fait pour tout le monde. Mais moi, vraiment, ce qui a fait la différence, c'est cette soif d'apprendre. C'est des sales qui, en fait, non-stop se disaient, ok, moi, je suis à 100%, je suis à 120%, mais j'ai pas envie de stagner. Comment je deviens meilleur? Donc, il faut avoir cette humilité en soi, savoir prendre du recul, mais en plus, vraiment, cette soif d'apprendre. Et pour moi, c'est ça qui a toujours fait la différence. Ok. Et peut-être vous partager justement un contre-exemple quand j'ai pu avoir ou voir en fait ces loups solitaires, comme je les qualifie, qui ne serait-ce sont des bons sales pour délivrer leurs chiffres, mais qui ont plutôt un impact négatif sur l'équipe. Donc c'était comme j'étais consultante avant, j'ai accompagné des startups et en fait j'avais un client qui avait 5 sales dans son équipe, donc on est profil senior grand compte et dont un top performer parce qu'il faisait 150%.
Mais en fait, tellement qu'il était solitaire, il était marginalisé de l'équipe. Donc en fait, on souhaitait même pas prendre en exemple ce qu'il pouvait faire parce que justement, voilà, entre guillemets, il n'était pas détesté, mais presque. Et du coup, ça avait plutôt un impact négatif sur l'équipe, qui disait non, mais en fait, lui, c'est normal. Et il n'y avait pas cette sphère voilà positive et d'aller vouloir se challenger. D'où aussi les aspects néfastes Ouais. d'avoir ces loups solitaires. T'en as vu beaucoup, toi, des loups solitaires? Il y a plus, il y en a plus que dans certaines fonctions, je pense. Mais est-ce que t'en as vu beaucoup? Et en tant que manager, comment tu vivais ça ou qu'est-ce que tu faisais? Je sors un peu de la trame, hein, mais c'est un peu, j'aime bien que ça soit spontané. Ouais. Alors je dirais non pas tant que ça. Enfin en tout cas en tant que manager parce que justement moi en tout cas dans mes équipes ce que j'essayais d'insuffler en tout cas c'était ma culture d'équipe. Je dis pas que c'était la bonne mais en tout cas c'était ma vision en tant que head of sales. Justement je faisais qu'au recrutement j'allais ne pas sélectionner ces loups solitaires malgré leur performance individuelle. Je pense Ok. l'avoir plutôt réussi parce qu'on essayait bien de le cadrer dans le process de recrutement. Mais j'en ai pu voir notamment où j'étais chez Oracle. Et je dirais c'est pas forcément négatif, mais c'est aussi quelque chose qui est important, c'est la culture d'entreprise et la culture sales que vous insufflez. Et comme une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, c'est vous, quelle est votre culture sales que vous souhaitez et sans quoi vous croyez. Donc moi, je crois profondément à leur performance collective. Donc c'est pour ça que je vais Ok. toujours prendre des personnes qui vont délivrer leurs chiffres, mais qui en même temps vont avoir un impact positif sur le reste de l'équipe. Mais il y Ok. a des organisations effectivement qui fonctionnent très bien, qui ont que des loups solitaires et c'est juste voilà une autre type de culture, un autre type de management, Ok. mais qui peut aussi avoir voilà des effets négatifs. Ok. Ça roule. Du coup, si tu dois juste résumer les trois ou quatre gros points que tu as highlightés sur les comment identifier un top performer, ça serait quoi si tu peux résumer pour ceux qui nous écoutent? Alors effectivement, ce que je vais vraiment regarder, c'est peut-être éviter aussi d'avoir des ce qu'on appelle les beaux parleurs. Donc c'est de se dire effectivement dès lors que j'ai un commercial qui va me dire je faisais 150% de mes chiffres, j'étais le top de l'équipe, j'étais au President's Club. En fait, c'est factuel, ok, mais en fait, je vais aller creuser du coup pour me dire, ok, mais comment tu l'as fait, ok, comment aujourd'hui tu as eu ces résultats, explique-moi. Et donc en fait, il faut savoir effectivement creuser pour avoir le comment. Et puis donc je peux vous donner un exemple. Moi, j'avais un candidat qui me dit, je fais 120%. Du coup, je me dis, effectivement, a priori, top performer. D'accord, et comment tu te situais par rapport aux autres? Alors, enfin, c'est vrai que toute l'équipe faisait au moins 100% et il y avait deux autres sales qui faisaient 150%. Bon, déjà, on remet en perspective. Et du coup, surtout, je trouve la question, en tout cas, qui m'a beaucoup aidée, c'est de dire, très bien, mais du coup, qu'est-ce qui te manquait pour aller chercher les 150 et être top perf? Et là, vous voyez effectivement ceux qui ont cette envie d'aller plus loin, ce mindset de top performer. Là, dans cette situation, le candidat me dit, les autres avaient un meilleur territoire. Et donc là, vous voyez, vous passez d'une personne qui a 120% à, en fait, c'est pas un top performer, en tout cas, selon moi. Je l'ai souvent entendu, cette notion de territoire. Je sais pas si c'est, comment dire, une excuse ou pas. Je pense que dans des grands groupes, ça l'est aussi. Il y a des territoires plus faciles, des territoires déjà acquis, d'autres qu'il faut développer, des territoires pas sexy et t'es obligé d'aller dessus, on te met dessus et c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est vrai, selon toi, ou c'est un peu une excuse? Non, c'est vrai. Après, si normalement le head of sales fait bien son travail, il va pondérer les objectifs justement en fonction du potentiel du territoire attribué. Après, des fois, on n'est que sur des territoires à défricher. On n'a pas l'historique effectivement pour pouvoir pondérer. Donc ça, je le reconnais. Mais après, encore une fois, c'est une question de mindset. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce Ouais. commercial, il va avoir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Et c'est ça aussi qui fait la différence. C'est-à-dire que, certes, c'est peut-être dur, mais à un moment donné, qu'est-ce que je contrôle? Effectivement, le territoire, il est ce qu'il est, mais je peux mettre en place des actions. Il y a des choses que je maîtrise et en soi, je devrais quand même rencontrer des succès et surtout être positif et orienté solution. Donc pour moi, ça doit pas être une excuse. On peut effectivement partir avec des facteurs plus difficiles, mais ça doit pas être une excuse. Ouais. Et donc ça, Ok, effectivement, dans le ça marche. process de recrutement, je pense qu'on peut bien le détecter en posant ce type de questions. Avant qu'on passe à la partie entretien, et ça c'est une partie qui est assez cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux mettre en avant sur ça? Oui, enfin, pas forcément pour identifier, parce que je pense qu'on va y venir juste après, notamment avec les process dans les entretiens, le case study.
mais aussi de se dire, il faut avant tout, selon moi, hein, mais recruter un potentiel plutôt qu'en fait un track record. Souvent on me dit: «Écoute Ok. Adeline, moi je voudrais un client un commercial déjà qui fait, que du SaaS, forcément qui était top performer» et on va absolument rechercher ce track record pour se rassurer et en fait on oublie que c'était toujours dans un environnement particulier. Je prends par exemple, ce qui est évident, c'est quand vous faites du B2B versus B2C, cycle long versus cycle court, oui, ça va être difficile, d'aller chercher les mêmes niveaux de performance alors que le contexte est totalement différent. Mm. Et je pense aussi à d'autres exemples, parce que je l'ai vu moi dans mes équipes. Par exemple, on avait donc chez Spendesk, plutôt voilà startup scale-up, on était je crois 150, 200 CMB cycle court, et en fait on s'est dit on va prendre un sales de Salesforce. Et je dis pas hein, les sales de Salesforce sont des très beaux commerciaux, mais effectivement quand lui performait chez Salesforce, il arrivait chez Spendesk et c'est très difficile pour lui parce qu'il vient sur une solution où en fait vous devez évangéliser un marché sur un marché qui n'est une catégorie qui n'est pas encore mature versus un Salesforce où bah, forcément la catégorie du CRM et Salesforce sont leaders. Donc en fait, c'est pas du tout la même typologie de vente, les mêmes compétences et malheureusement chez Spendesk, lui n'a pas réussi. Ok. Je reviens sur les achievements et ce qu'on peut voir aussi. On reviendra un peu sur les CV après, mais c'est avant que j'oublie. Souvent, sur les CV des sales, tu vois, hein, plus 150%, over target, over achieve. Est-ce que du coup, il faut vérifier? Parce que quand tu lis tous les CV, tout le monde est bon. Quand tu commences à interviewer des gens au UK ou aux US, avec, voilà, ils ont cette facilité de parler, très bons communicants, ils sont à l'aise. Tu te dis, ouais, lui, c'est une star. Et après, en fait, comme moi, en tant que recruteur, quand tu fais passer les entretiens au manager, enfin, le ratio, il en faut au moins 10 avant qu'il y en ait un qui passe le business case, tu vois. Est-ce qu'il faut vérifier ça, c'est ces achievements? Est-ce qu'il faut creuser? Est-ce qu'il faut prendre des refs, enfin des refs un peu sauvages entre guillemets? Ou c'est quoi ton avis dessus? Alors, je dirais oui, à la fin du process, si pour le coup il vous a convaincu, profiter durant le checker les références, effectivement, quels ont été ses taux et ses résultats pour être sûr que il a pas menti. Mais après, comme je disais, moi, c'est surtout en fait la manière, c'est de se dire, ok, Ouais, t'as fait 150, mais encore une fois, mets-toi en perspective par rapport au reste de ouais, l'équipe, par rapport à cet environnement, et surtout, dis-moi, et là, c'est à moi de creuser durant les entretiens, bah, comment tu l'as fait. ouais, Et c'est là en fait qui va tout changer. Donc soit effectivement le critère de performance et faire ses targets, c'est pas ça qui va me dire aussi je vais prendre un CV. ouais. Ok, Le tout c'est toujours de creuser, où j'ai eu des très bons candidats qui, on va dire de manière humble et transparente, me disaient bah j'ai fait que 80% de ma target. Encore une fois, je vais pas le juger, mais je vais aller creuser. Et en fait, tu peux encore mettre en perspective où le reste de l'équipe faisait 60, bah lui faisait 80. Donc il y a sans doute un sujet de comment sont fixés aussi les objectifs. Et en soi, voilà, ouais, tout est relatif. ok, ça marche. Bien. Je te propose qu'on passe à la partie entretien, si ça te va. Là, comme selon toi, c'est quoi un peu un process idéal pour recruter un sales? Alors, je vais prendre je sais pas, un compte exécutif, un peu par hasard. C'est quoi, selon toi, un process, ouais, idéal, que ça soit en grand groupe ou en start-up? Enfin, comment tu vois ça? Je dirais déjà oui assez classique, un entretien, on va dire, plutôt côté, RH recrutement, pour, valider en tout cas les expériences. Et en fait, vous seriez surpris, des fois le manque de cohérence entre, le storytelling et les expériences que le candidat vous dit au téléphone versus ce qui est écrit sur son CV ou sur LinkedIn. Soit des dates qui correspondent pas, soit des intitulés de poste. Et en fait, bah, ça vous met quand même des doutes. Donc voilà, vous pouvez déjà détecter des signaux faibles comme ça. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, donc entretien RH. Ensuite, je dirais, ça dépend vraiment de la maturité de votre entreprise. Par exemple, je prenais l'exemple de Salesforce. C'est vrai qu'un Salesforce, bah, vous pouvez après directement aller au case study, et je dirais, vous n'avez pas besoin de vendre et d'engager le candidat parce qu'en soi, il vous connaît déjà. À l'inverse de clients que j'accompagne comme des startups très early stage, bah, qui sont pas encore connus, bah, là, si on a des top candidats, c'est vrai que c'est bien que le hiring manager et qui des fois est le CEO fasse directement l'entretien après RH pour justement engager le candidat, vendre le projet, aussi avoir une partie d'évaluation, mais bien voilà, pour engager les candidats et se donner les mêmes chances qu'un Salesforce.
Donc RH, soit ensuite hiring manager si vous êtes une plus petite structure, soit case study si vous êtes un plus grand groupe. Et effectivement, dans tous les cas, un case study, parce que c'est là où vous allez voir les aptitudes et tout simplement en fait vérifier le discours. Est-ce que dans les faits et concrètement sur la façon de gérer du business, ce candidat il le démontre sur un cas pratique. Et ce qui n'empêche pas durant le cas pratique aussi de poser des questions de plus, on va dire comportementales sur ah d'accord intéressant et tiens est-ce que tu peux me parler de la fois où justement tu avais 5 interlocuteurs autour de la table, raconte-moi ce deal et comment tu l'as géré. Donc, c'était bien que le cas study, on peut allier les deux. Et enfin, ce qu'on va appeler peut-être un test culturel. Donc là, je reviens. Quelle est aujourd'hui votre culture d'équipe sales? Quelle est votre culture d'entreprise? Et là, c'est vraiment de pouvoir aller tester ces valeurs et vous dire, voilà, est-ce qu'il y a une adéquation avec le profil et est-ce qu'il s'y retrouvera au-delà aussi du rôle en lui-même. Donc Ok. là-dessus, par expérience, ce que je vous conseille aussi, c'est de pas juste, voilà, est-ce que tu peux rencontrer le candidat et nous dire est-ce qu'il est sympa, est-ce que le café va bien se dérouler, parce qu'effectivement là, on va rentrer dans des biais et je pense que ça va pas être assez, voilà, structuré et assez détaillé pour en fait détecter les bons candidats. Donc là, il faut vraiment poser à plat, voilà, les valeurs qui sont importantes pour vous et vraiment mettre aussi les questions et comment vous allez évaluer pour dire voilà, est-ce que ce candidat s'épanouira ou pas. Et on finit par un CEO, enfin, selon les types d'organisation. Exactement, oui. J'ai une petite question sur le business case. Je sais pas, est-ce que tu as déjà fait plutôt des role-play? Moi, j'aime bien les role-play. Je sais pas si ça se fait encore. Role-play live en visio ou autre. Enfin, qu'est-ce que tu penses des deux? C'est quoi le mieux? Est-ce qu'il y a un des deux qui est mieux pour parce que le business case, tu le prépares à la maison et après tu le présentes et bon, tu vois quand même pas mal de choses en live. Le roleplay, c'est un petit peu différent. Moi, j'aime bien ce format-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. C'est vrai que sur les pratiques que je vois, on va plutôt être sur du roleplay, mais peut-être à tort sur des rôles dits plus juniors, comme tu Ok. vois des rôles de business developer, on dit SDR ou BDR, donc c'est des personnes qui vont qualifier les leads en entrant ou faire de la chasse. Et donc tout de suite, on les met sur l'exercice en général d'un call call parce que en général, c'est l'exercice qui est le plus redouté ou en tout cas, on voit, voilà, est-ce que la personne elle peut faire du call call non-stop tous les jours. Donc c'est vrai que c'est assez évident sur ces rôles-là. Et effectivement, sur des rôles plus seniors d'account exécutif ou ingénieur grand compte, on va plutôt aller chercher, leur dire, fais-nous une présentation. Effectivement, tu as fait ta qualif, ta discovery. Maintenant, tu vas pitcher devant la DRH et le CEO. Et je Mm. pense honnêtement que on va manquer quand même pour moi des compétences clés. Quitte on va se faire avoir par justement ces beaux parleurs, parce qu'encore une fois c'est mes convictions, mais pour moi la vente elle se fait sur la discovery. Donc en fait moi un AE je l'évaluerais sur effectivement comme tu dis un role play et de se dire voilà on fait une discovery. Moi je suis le DRH, tu me vends un, un, un logiciel pour gérer mes recrutements. Voilà, tu as récupéré ça et ça comme info, peut-être du lead entrant ou justement de la personne SDR, BDR, mais à toi d'aller de manière plus approfondie. Et moi, je trouve que ça, c'est un très très bon exercice. Ok, ça marche. Cool. Avant on va vous proposer des petites questions comportementales et situationnelles pour à poser pendant vos entretiens. Avant ça, si tu veux, Adeline, si t'es ok, moi j'aimerais bien qu'on puisse un peu, tu puisses nous partager, et moi aussi, des signaux qu'on peut détecter pendant les entretiens. Signaux faibles en se disant, lui, je pense qu'il va pas fitter. C'est quoi, toi, un peu les signaux faibles que tu peux identifier assez rapidement? Là, j'ai envie de dire, j'ai peut-être un peu parlé. Je me dis, tiens, Arnaud, quand même, t'as un gros background. T'as dû en voir des candidats et des sales. Et voilà. Qu'est-ce que toi aussi, t'as pu voir dans les process où t'as accompagné les clients? Euh, Merci pour la question, Adeline. Euh, Technique de sales. ouais, ouais, très bonne technique. Euh, Moi, il y a c'est la présentation, le côté sharp, structuré. Ça, on le voit très rapidement. Quelqu'un que tu poses une question la personne va répondre en 5 minutes une seule question. Quelqu'un qui est peut-être trop loquace, mais loquace et décousu, pas loquace et intéressant, dans le sens où une question précise, la personne va se disperser et va parler de 4, 5 sujets. Ça, je sais que c'est aussi
quand ils vont arriver des entretiens manager ou founder, ils vont se faire défoncer parce que c'est juste pas possible. Donc, je conseille toujours les candidats, en tout cas, qui parlent trop. Malheureusement, c'est dans la nature, donc c'est difficile de changer ça. Mais il y en a plein qui se font bâcher à cause de ça. Donc, il y a ce côté déstructuré. J'aime bien, moi, les personnes aussi qui ont fait un minimum de recherche sur l'entreprise. Je le rappelle souvent, même à des profils seniors, quand on pose une simple question HR, hein, qu'est-ce que tu connais sur nous? Et que la personne a dit bah vous vendez un SaaS B2B pour je sais pas pour les clients food tech, bah ça suffit pas. Faut creuser un petit peu plus, faut préparer son entretien. C'est même pour des personnes qui ont 10 ans d'expérience, c'est hyper. Et t'as même des gens qui se pointent en se disant ils savent pas quoi dire, des seniors, hein. Ils savent pas quoi répondre à cette question et ça je trouve ça incroyable. Pour moi ça c'est no go tout de suite. Je mets un no go en live et c'est bah t'as beau sortir de telle ou telle boîte, pour moi c'est limite un manque de respect. Ça c'est no go. Après t'as le candidat qui va être négatif, qui va critiquer ses autres boîtes ou ses managers ou qui va trouver des excuses. Ça revient vraiment souvent. Et pour moi un bon commercial, il doit toujours aller de l'avant et être positif, un mindset, vraiment un mood qui est je dirais beaucoup plus jovial et positif que je sais pas quelqu'un qui va coder toute la journée. C'est différent. Il va faire du client facing, il va faire du stakeholder management. Il a beaucoup de choses à gérer et ça il faut un certain un mood quoi. Voilà, c'est ça qui me vient de manière assez spontanée. Et après c'est un peu les bullshitters où voilà il y a des choses qui sont écrites sur le CV. Tu deep dive un petit peu, tu poses des questions, tu creuses. Ils brodent un peu, ils essayent de te contourner et ça se voit aussi assez rapidement. Versus quelqu'un qui est très transparent, qui maîtrise son sujet, ses objectifs, ses achievements, son parcours, ses défauts, ses forces. Ça se voit aussi assez rapidement. Voilà pour moi. Tu as d'autres choses à ajouter, toi? Je pense que c'était assez complet. Moi, c'est la connaissance des chiffres. Parce que oui, un commercial, bah voilà, un funnel de vente, c'est quand même voilà des taux de conversion et en soi, oui, il y a des soft skills à avoir, mais pour moi, il faut très bien connaître ces chiffres. Donc c'est encore une fois, bah, ces résultats-là, comment tu les as eus, ou en fait même dans le discours, rapidement, vous pouvez voir ceux qui vont toujours appuyer en fait leurs arguments justement avec des chiffres. J'ai fait plus 30% sur ma prospection. J'ai pu grandir mon portefeuille de 10%. Mon panier moyen, c'était tant. Enfin voilà, qui vont être en plus très précis. Enfin, pour moi, au contraire, parce qu'on parle de signaux faibles, ce qui peut dire, bah je sais pas, c'est vrai que j'ai augmenté, j'ai fait plus. En fait, ils vont utiliser que des adjectifs, mais sans jamais avoir cette pondération et dire des chiffres. Pour moi, c'est un signal faible. Ceux également qui font pas le suivi. C'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup les candidats, même si je m'efforce aussi de donner des feedbacks, mais ceux qui vont être proactifs en disant, voilà, ceux qui, au contraire, pardon, je vais aux signaux faibles et pas aux signaux positifs, mais voilà, aux signaux faibles, voilà, qui pendant 3-4 jours peut-être auront pas eu de réponse, mais qui viennent pas non plus la chercher. Ouais, Donc ça va être plutôt c'est clair. des personnes passives et s'y intéresser. Et puis pareil, dans une relation commerciale, vous attendez justement que le commercial ait un bon suivi avec ses clients. Donc Ouais. c'est ouais, ce à quoi je pense dans le Je, process. je reviens sur un truc que tu as dit qui m'est aussi arrivé souvent, c'est ceux qui maîtrisent pas leurs chiffres. Quand tu poses la question sur la dernière XP, c'est quoi ton quota ou c'est quoi tes targets et qui vont dire, je crois que c'est 800 000 ou 1 million. Bah non, en fait, c'était il y a un an, tu connais tes quotas. Et pareil sur les salaires, même si les salaires sur les sales, c'est toujours un peu flou. On parle souvent en package, OTI. Un monsieur qui va dire oui, j'étais à 50-50. Ah non, non, 60-40. J'étais à 100 plus, enfin, qui se trompe dans les chiffres. Bon, là, clairement, c'est bullshit. Donc, faut que les gens, soit s'ils mentent et ils sont à l'aise avec ça, faut qu'ils soient bien préparés. Soit il faut dire la vérité et puis voilà. Ok. Très cool. Ah oui, Est-ce que ah tu as pardon, des, non, vas-y. ça me revient, désolé Arnaud. Moi aussi, ce que je fais, c'est l'aspect aussi savoir poser des questions. Donc moi, par exemple, quand je commence un entretien, en tout cas quand j'étais à Head of Sales, c'était un peu déroutant parce que on a l'habitude de laisser le candidat poser ses questions à la fin. Et en moi, ce que je fais, c'est, bah écoute, ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, je vais plutôt répondre toi à tes questions. Et après, moi, forcément, Ouais. après, j'aimerais creuser sur tes expériences. Et du coup, ceux, bah, ils sont un peu déroutés en disant mince, j'ai pas préparé. Et du coup, ceux qui n'ont pas de questions, d'ailleurs, j'aurais même envie d'arrêter l'entretien, mais ça, pour moi, c'est un gros signal faible.
manque de Ouais, questions à tout moment du process. Et aussi signaux faibles, ceux qui posent des questions, entre guillemets, pour poser des questions, aussi que le niveau de questions soit pertinent. très cool. Il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Je te propose qu'on avance sur les questions un peu situationnelles. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu as des petites questions, des top questions toi tu poses et qui te permettent de détecter un bon top performer? Est-ce que tu peux nous partager ça? Ouais. Alors, ce que je vais essayer de creuser déjà, qu'est-ce que je vais évaluer? Ça va être soit la gestion du stress, parce que comme je dis, dans tout métier, mais c'est vrai que dans le métier de commercial, il y a quand même beaucoup de hauts, de bas, et il faut savoir déjà gérer émotionnellement et après, prendre action, comme je dis, pour pas se laisser aller. L'humilité, parce que quand tu me disais, sur des profils commerciaux, on a beaucoup de pop-parleurs ou entre guillemets, bullshitters, donc voilà, je vais aller tester cette humilité. Et enfin, capacité aussi à savoir collaborer, à savoir prendre les feedbacks, donc la gestion du conflit. Là, concrètement, comment je vais l'évaluer? Sur une session de stress, typiquement, ça va être plutôt quand justement on n'est pas à ses objectifs qu'on stresse. Donc c'est typiquement, là je pense que je vous conseille d'accorder selon votre durée de cycle de vente, mais imaginons on est sur des cycles courts. On est la dernière semaine du mois, tu es à 30% de ton objectif mensuel, qu'est-ce que tu fais? Donc hyper concret. Donc vous aurez des réponses bateaux comme je vais prospecter et puis je vais appeler tous mes leads. Bah oui, c'est évident, mais du coup je vais attendre une réponse, vous voyez, plus précise. Quel type de lead, comment tu vas le faire. Et Ça ouais. serait quoi la réponse parfaite, très rapidement, sur cette question? Typiquement, c'est des choses, voilà, où la personne va réfléchir en disant, bon, il me reste qu'une semaine. Donc, en fait, il faut que mon cycle de vente, faut que je close en une semaine. Donc, je vais peut-être pas aller chercher du net new, où je sais que mon cycle de vente moyen est d'un mois, mais je vais plutôt aller prendre des leads chauds. Donc, est-ce que je peux pas aller voir avec la responsable marketing, voilà, des leads entrants ou des leads chauds qui sont venus sur notre site, mais qui n'ont pas converti? Est-ce que je peux pas au contraire aller voir mes clients qui avaient peut-être plus prévu de signer pour le mois suivant et de les rapprocher? Mais voilà, que ce soit des choses effectivement qui prennent en compte ce contexte. Pour moi, ça c'est une bonne réponse. Et toi, tu penses que toi, ça te permet la gestion du stress, moi, je trouve qu'elle est difficile à détecter en entretien. Le stress quotidien d'un sales. Toi, ça te permet ça réellement de dire, OK, lui, c'est bon, face au il est résilient, etc. Enfin, ce genre de questions, toi, ça te permet réellement de convaincu par ça. Comme on est sur une question situationnelle, Ouais, euh, normalement cette personne justement va pas s'y attendre ou piochera pas dans une expérience passée. Donc comme elle a pas eu cette situation, effectivement, elle va penser de manière instinctive. Donc je pense que je pourrais détecter ceux qui ont la capacité à gérer ou pas, quoi. OK. OK, OK, très clair. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par exemple, sur la gestion du conflit, qui peuvent être intéressantes? Parce que il y a beaucoup, comme dans toute boîte et dans toute équipe, il y a des conflits. Chez les sales, il y en a aussi, parce que il y a ceux qui sont collectifs et ceux qui ne le sont pas. Et du coup, est-ce que tu as une petite question un peu phare qui pourrait intéresser nos auditeurs, qui pourrait intéresser le chat? J'espère que vous êtes là, le chat. On fait un petit coucou. Vas-y, on t'écoute, Adeline. Ouais, je pense là. Alors, soit une situation avec un client, mais je trouve que c'est un peu bateau et on peut toujours préparer comme un client est pas content, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc moi, je préfère une relation en interne, soit avec un collègue, soit avec ton manager. Typiquement, voilà, ton manager te donne un objectif que tu juges irréaliste. Comment tu gères cette situation, quoi. Donc, on va Ok, voir déjà comment la personne réfléchit. Est-ce qu'effectivement, elle va se dire, je vais tenter, je vais le convaincre, je vais lui dire que son objectif est inatteignable, je vais lui montrer les conséquences qu'on va tous être démotivés. Bon, je me dis, on a quand même quelqu'un qui réagit à chaud et qui prend pas assez de recul. Donc là, dans une réponse positive, ça va être plutôt de se dire, voilà, est-ce que la personne déjà avoir le réflexe de prendre des chiffres, de dire bon, je vais creuser, je vais analyser de mon côté, et après j'irai présenter ces résultats à son manager et effectivement lui démontrer peut-être ça va être compliqué. Voilà, c'est le genre de ok, réponse soit négative, soit attendue. ok. Moi, j'ai une question intéressante pour toi. Comment on peut éviter de se faire avoir par un beau parleur ou une belle parleur aussi? Notamment, moi, ma difficulté, c'était surtout les gens qui étaient au UK, aux US. J'ai beaucoup recruté et en fait, tu as vraiment l'impression qu'ils sont vraiment tous trop chauds avec leur costume et leur éloquence à l'américaine, on va dire. Et Ouais. derrière, bon, il y en a quand même pas mal qui, quand tu creuses un peu, c'est pas trop ça, mais
par rapport à des Français, je trouve que c'est plus difficile. Est-ce que tu as un avis là-dessus et aussi toi, c'est quoi, comment tu fais pour pas te faire avoir par quelqu'un ou qui pourrait se faire avoir par les mots, qui présente très très bien, etc., mais qui au fond n'est pas un bon commercial. Ouais, et ouais, bah, c'est vrai que j'ai déjà interviewé des candidats pour le marché US. Effectivement, c'est assez déroutant parce qu'ils présentent tellement bien qu'on peut se laisser avoir. Donc d'ailleurs, ça me fait penser à autre sujet, mais on devrait se mettre ça aussi à l'école, de savoir comment bien se présenter. Et je trouve que c'est aussi une skill nécessaire pour tout le monde. Mais pour répondre à ta question, bah, en fait, il faut toujours creuser, se dire bah ok, peut-être que j'aurais pris que 3 sujets et 3 situations, mais c'est ok en fait, et de se dire bah je fais vraiment un entonnoir et un funnel. Donc je pose, voilà, est-ce que tu peux me parler tes résultats que tu as eu l'année dernière, et voilà, je vais pas aller sur un autre sujet, mais par contre je vais vraiment creuser. Comment tu as fait ces résultats, quel est ton objectif, quels sont les obstacles que tu as rencontrés, comment tu les as surmontés, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais autrement. Donc voilà, c'est le genre, voilà, c'est toujours creuser, et avec ça quand même on pourra détecter les beaux parleurs, Ok, des vrais top perfs. ok, ça marche. Et je pense à un autre tips. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ces personnes-là, beaux parleurs, je pense, aiment qu'on flatte leur ego, et du coup sont moins sur leur garde quand on flatte leur ego. Donc typiquement, par exemple, quand je me souviens d'un profil SDR. Donc moi je lui ai dit, écoute, je pense que qui avait déjà une expérience d'SDR. Donc je lui ai dit, écoute, moi je pense que tu vas prendre le poste, tu vas être motivé les 3, 4 premiers mois, mais tu sais quoi, au bout de 6 mois, c'est sûr tu vas t'ennuyer et tu vas vouloir changer. Et donc là, la personne, forcément, l'ego est flatté, et c'est là où je me dis, voilà, pourquoi elle ferait ce rôle-là alors qu'elle est déjà fait, et quelles sont ses motivations intrinsèques et profondes. Et donc, signaux faibles, ceux qui me disent, non, mais je vais rester motivée, mais après, bah, du coup, oui, si je suis performante, bah, je pourrais passer à eux au bout de 6 mois. Négatif. Hum, Au contraire, ceux qui me disent, bah non, parce que certes, j'ai déjà fait le job, mais j'ai pas encore appris ça, je le masterise pas assez. Et voilà, moi j'aime ce rôle parce que c'est comme un jeu, et voilà, j'ai envie aussi d'apprendre sur un autre produit. Ouais. Donc il y a cette notion d'humilité, d'apprentissage, de dépasser ses limites, qui vont faire aussi que je vais pouvoir détecter ces profils. ok, intéressant. On a une petite question du chat et de Delphine. Merci Delphine pour ta question. Lynn, je te la pose, c'est toi qui vas répondre, tu t'y colles. Qu'est-ce qui vous fait peur quand le candidat vient du Customer Success? Et donc, comment rassurer, quoi mettre en avant? Pas sûr d'avoir 100% compris, moi, mais si tu l'as compris, Adeline, Je pense savoir, mais à la rigueur, Delphine nous dira et pourra affiner la question si je réponds à côté de la plaque. Effectivement, sur des rôles entre account exécutif, customer success. Donc, account exécutif, on va être sur l'acquisition et la signature de nouveaux clients. Customer success, donc ça dépend de la définition des entreprises, mais on va être plutôt sur un aspect d'accompagnement, d'onboarding hum, sur la solution. Certains CSM ont aussi une partie revenu acquisition en faisant du cross-sell et de l'upsell. Mais voilà, du coup, par le scope de chacun des postes, effectivement, les qualités peuvent être différentes. Donc, Delphine, pour répondre à ta question, moi, en tout cas, je peux dire, j'aurais peut-être cet appris de dire, ouais, est-ce qu'il y a ce côté résilient? Parce qu'en tant que CSM, on va pas forcément faire de la chasse à proprement dit sur des prospects qui nous connaissent pas. Donc voilà, est-ce que cette personne, elle est vraiment résiliente? Est-ce qu'elle est prête à se prendre des portes? Donc ça, c'est ce que j'irais valider. Effectivement, cette constance à toujours avoir à prospecter et avoir un bon pipeline pour assurer ses objectifs. Parce qu'effectivement, sur des rôles de CSM, on peut être aussi plus sur des enjeux d'éviter le churn, vraiment, d'accompagnement client. Donc, il y a moins cette notion toujours d'avoir un pipeline, voilà, avec des opportunités de vente à faire vivre. Donc j'irai aussi, voilà, est-ce que cette personne, elle a une méthode, et aussi est-ce qu'elle en a conscience, comment elle va organiser ses journées pour toujours pouvoir prospecter et avoir un bon pipeline. Donc c'est, je pense, les 2 choses que j'irai vérifier d'emblée. très clair. J'espère que ça a répondu à ta question, Delphine. Ouais, c'est bon. Delphine est satisfaite. Euh, on a une autre question de Yanni. Bonjour Yanni. Comment détecter le potentiel d'un candidat junior qui n'a pas d'expérience et donc fait des erreurs en entretien? Très très bonne question Yanni, merci beaucoup. Oui, je le vois notamment sur le cas pratique, fait un call. Et en fait, on peut pas, comme je dis toujours, on peut pas reprocher à une personne parce qu'elle connaît pas ce qu'elle connaît pas, donc on peut pas lui reprocher. Donc par exemple, sur un profil junior, qu'est-ce que je vais regarder? Bon, il y a quand même un certain niveau de communication, de savoir bien s'exprimer, la posture aussi. Donc ça, je pense que peu importe le niveau d'expérience professionnelle, enfin on l'a ou on l'a pas, donc je vais aller regarder vraiment cette posture et le niveau de discours.
Et en fait, posez-vous la question par rapport à vos personas. Voilà, est-ce que ce sales, je le mets devant un CFO? Est-ce que je le mets devant un ou une DRH? Et tout de suite, vous vous dites bah oui ou non, quoi. Et des fois, je pense qu'il faut aussi le faire à Ouais. cet instinct. Du coup, comment je vais l'évaluer? Bah déjà, est-ce que cette personne, elle prend les feedbacks? Certes, elle n'a pas la méthode. Par contre, ce que je fais, c'est qu'on fait l'exercice de call, on débrief, et je lui dis, bah tiens, tu peux peut-être, voilà, fais une bonne intro, l'objectif du call, énumère peut-être quelques pains que je pourrais avoir. Vous lui donnez le feedback, vous refaites l'exercice, voilà. Est-ce qu'il est capable d'appliquer ou au contraire, il n'a pas du tout écouté? Donc ça, c'est aussi un moyen sur des personnes qui n'ont pas d'expérience de l'évaluer. Et enfin, certes, ils n'ont pas d'expérience professionnelle, mais des expériences personnelles, je suis sûre qu'ils en ont plein. Donc, ils ont forcément eu des choses, des événements personnels même qui l'ont mis dans l'adversité. Donc, par exemple, moi, je leur demande bah, quel était ton plus gros échec. Je te laisse choisir soit un exemple professionnel ou personnel. Et dans des exemples personnels, par exemple, il y en a certains qui se disent, bah voilà, je voulais à tout prix faire telle étude, mais je pouvais pas me le financer. Du coup, c'était très dur pour moi. Voilà, donc vous pouvez aller chercher des compétences, mais surtout des attitudes à travers d'expériences personnelles. Ok, très clair. Je suis d'accord. On va aussi autoriser un peu plus d'erreurs pour un junior peut-être qu'un senior. Du coup, on va plus Oui. faire ça comment dire, au potentiel et juger le potentiel et il fera plus d'erreurs. Ok. Il y a d'autres sujets que vous voulez amener, Adeline, sur la partie entretien, ou il y a d'autres choses qui semblent importantes? Je pensais au case study. Euh, Moi, ce que je vous conseille, déjà, c'est de donner quand même du contexte et d'orienter les candidats. Si on prend l'exemple, voilà, on fait un call de discovery. Je pense qu'il faut aussi, voilà, guider les candidats pour savoir vous, en fait, qu'est-ce que vous allez chercher à évaluer. Donc, je pense qu'il faut être clair quand vous donnez le contexte et le scénario, de dire, voilà, vous avez appelé le DRH dans l'optique de comprendre ces challenges. Vos objectifs sont comprendre les deux, trois challenges, euh, pouvoir comprendre qui est impliqué voilà dans le process de décision et pouvoir avoir une prochaine étape. Donc être précis vraiment dans les consignes et l'objectif pour orienter le candidat. Et deuxièmement, c'est aussi de très bien préparer vous les réponses et le scénario. Moi, sur des profils commerciaux et à eux, comme je dis, des fois, on a ce biais de se dire, moi, j'entends un super pitch, une super présentation. Bah non, moi, j'attends des super questions et des questions hyper pertinentes qui vont aller me chercher, pas que les pains, mais vraiment l'impact business. En fait, préparez-vous votre scénario en disant, bah, en fait, mon gros enjeu, mon objectif business, c'est d'aller chercher 30 à 50% de croissance et d'aller sur des marchés internationaux l'année prochaine. Bah, de se dire, voilà, si les personnes, les candidats arrivent pas à avoir cette information, c'est pas mon top perf. Au contraire, ceux qui ont, en me questionnant à aller à cette info, bah ça peut être un top perf. Ok, très important le case study. Cool. Je te propose, on a bientôt fini, c'est bientôt la fin. On peut finir avec, disons qu'on a fait tous les entretiens, on a fait le case study, le candidat a passé tout le process. On a envie de lui faire une offre. Il a rencontré le CEO qui était au téléphone en train de faire du sport, mais qui a réussi à le closer au dernier moment. Et bah, il faut faire le ref check ou pas. Déjà, moi j'ai mon petit avis dessus, mais juste Adeline, toi, est-ce que juste t'aimes bien les ref checks? Est-ce que c'est obligatoire pour toi? Moi là-dessus, comment dire, mon avis fluctue. Des fois, je suis à fond dessus. Des fois, je déteste. Et c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai du mal. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est pertinent et important, mais il peut être très biaisé. Il peut être, voilà, si t'appelles ton ancien manager et le candidat appelle le manager, ok, taille-moi un costard, dis que du bien de moi, etc. Voilà, ça peut aller dans ce sens-là. Mais aussi, on peut détecter des trucs qui peuvent être un peu cachés. Donc voilà, moi j'ai un peu de mal. Je pense qu'il faut le faire, mais je suis pas 100% à l'aise. Enfin, je sais pas, toi t'en penses quoi? Enfin, du coup, j'aurais envie de creuser parce que, ouais, je pense que tu as fait des centaines, si ce n'est peut-être des milliers d'offres. Donc, qu'est-ce que tu as vu peut-être comme chose juste de bonnes pratiques, justement, pour éviter Ouais. bah ouais, mais un réflexe, ça sert à rien parce que la personne, elle va forcément prêcher pour ta paroisse. Je pense que euh, déjà il y a des choses, ça se prépare. Alors, je devrais pas dire ça parce que je travaille dans un cabinet de recrutement, mais si vous passez par un cabinet de recrutement,
si vous êtes le manager, vous passez par un cabinet de recrutement, je vous conseille déjà de le faire vous-même et de ne pas déléguer ça au cabinet de recrutement. Moi, c'est ce que je conseille à mes clients aussi. Pourquoi? Parce que nous, notre but, c'est de recruter et derrière, et on va pas le faire aussi bien que si c'était un manager, très sincèrement. Même si on essaie de s'y employer et on le fait quand même de manière cohérente et sérieuse, mais je pense sincèrement que c'est pas aussi bien fait que si c'était le futur manager. On peut aller beaucoup plus dans le détail en étant un manager ou un CEO plutôt que le cabinet de recrutement. Euh, Ça, c'est important. Ensuite, dans un premier temps, il faut pas demander donne-moi juste deux refs, mais il faut être précis. Il faut varier aussi les refs. Donc par exemple, c'est pas juste deux collègues ou deux managers, ça peut être un ancien manager et un collègue, par exemple ton ancien manager, ton VP Sales et ton ancien collègue AE, par exemple, pour avoir des points de vue différents sur le rôle manager, sur le rôle collègue aussi. Donc toujours au moins deux sources différentes, je dirais, un manager et un pair, ça c'est hyper important. Après, il faut que ça soit structuré. Il faut pas se pointer en disant bon alors c'était comment avec Yanni. Est-ce que Yanni c'était un bon commercial? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Il faut des questions pertinentes posées, ça se prépare. Il faut pas que ça soit trop long déjà, une quinzaine, une vingtaine de minutes. Euh, et euh, et surtout, il faut qu'il y ait une trame. Ça c'est hyper important. Il faut des questions ouvertes aussi. Et pas est-ce que ça s'est bien passé avec lui? Oui, non. Mais des questions un peu plus ouvertes. Ça c'est un point essentiel pour moi. Euh, il faut aussi aller creuser des pains. Exemple, vous avez un doute sur le candidat. Je sais pas, j'invente sur sa capacité à être un bon team player. Ça, le mec est top, c'est un très bon closer, etc. Le mec ou la nana, pardon. Mais vous dites, ok, il y a un petit truc, je sens qu'il n'est pas hyper team player. Là, vous allez creuser sur les deux refs, vous allez insister sur ce genre de choses. Vous allez demander des scénarios, vous allez demander des points de comparaison. Vous allez aussi demander de manière transparente. Vous pouvez très bien dire à l'ancien manager, ok, moi je le trouve top. Par contre, j'ai un petit souci. J'ai l'impression qu'il n'est pas hyper collectif et qu'il est un peu trop solo. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, la personne va parler. Et après, on creuse sur ce que la personne va communiquer. Ça, c'est hyper impression. Il faut aller chercher des faits et pas que des impressions. Pour moi, c'est important aussi de creuser un peu sur les quotas et les deals pour voir déjà si c'est cohérent. Par exemple, le sales vous a dit, je suis sur un quota d'1 million, vous demandez au manager, non, non, il était sur 500 000. Gros, gros, gros warning. Bon, ça serait quand même se tirer une balle dans le pied pour un sales de faire ça, mais c'est aussi, c'est pas impossible. Et voilà, donc sur les quotas, sur les résultats, sur le rapport au sein de l'équipe, comment ça se passe avec les équipes, avec les autres fonctions, etc. Ça, c'est important. Et après, je dirais, donc, on va dire, un sur les pains, deux sur les performances commerciales aussi, et après trois sur les soft skills, donc le comportement, le mindset, un petit peu global, et savoir si ça correspond bien à ce qui est attendu par vous et votre équipe. Comment la personne s'intègre dans l'équipe. Comment est-ce qu'il était autonome? Est-ce qu'il demandait quand il y avait des soucis ou est-ce qu'il restait dans son coin? Ce genre de choses qui va vous guider à travers ce que vous avez besoin de trouver chez la personne. Rapport à la pression aussi, t'en parlais tout à l'heure pendant les questions, mais comment il gérait la pression? Il était under objectif pendant 2 quarters. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Comment il a performé par la suite? Ce genre de choses. Voilà, c'est à peu près tout. Mais pour résumer, donc de la structure, avoir des questions précises et après bien sûr faire un peu de ping-pong avec la personne. Et ensuite vous collectez les deux ou trois refs. Moi je m'arrête à deux, honnêtement trois ça fait un peu beaucoup. Vous arrêtez à deux refs et vous collectez les feedbacks, vous en parlez entre vous. Et si ça vous va, bah vous faites une offre. Voilà. Ouais. Et je pense aussi c'est important, c'est de comment vous posez la question. Tu vois, je pense qu'il est tentant, c'est toujours, bah, quels sont ses axes d'amélioration, quelles sont ses faiblesses. Et forcément, voilà, d'emblée, on se dit bon bah je vais pas mettre tirer Ouais, une balle dans le pied à ce candidat parce qu'au fond je l'apprécie. Donc moi je vais plutôt ouais, aller chercher sur qu'est-ce que vous pensez il aurait pu mieux faire. Et ça en général ouais, ça peut vous donner une bonne ouais, réponse ouais, pour aller creuser et surtout peut-être potentiellement des red flags en disant bah c'est vrai que sur la gestion client par exemple quand j'ai des clients bah, qui se plaignaient ouais, je sais que ça l'énervait et des fois ils parlaient mal aux clients. Je pense que si ouais, vous avez demandé quelle était sa faiblesse vous auriez pas eu la même réponse.
Donc voilà, comment vous posez la question, hyper important. Et tout ce que tu as dit, effectivement, j'ai toujours essayé de le faire. Et aussi, il y avait une question qui m'aidait beaucoup, c'était à la fin, notez-moi sa performance entre 0 et 10. Chacun a Ouais, bien sûr son niveau et sa propre interprétation ou sont plus durs, mais par exemple, j'en ai qui vont, voilà, si vous dites tout ce qui est en dessous de 7, plutôt signaux faibles. Et 8, faut creuser, ceux qui vous disent 9, mais du coup, peut-être quelqu'un vous dit 9, encore une fois, parce qu'ils veulent valoriser la personne et dire, bah, qu'est-ce qui lui manque pour aller à 10? Et là, vous allez peut-être quand même avoir Mmh, une liste de signaux faibles. pas mal. Donc, j'aimais bien cette question. Et enfin, dernière question, pépite. Imaginons que tout soit bien passé et vous dites, bon, c'est bon, j'ai un top perf. Et là, question fatale. Si, voilà, vous aviez l'opportunité de retravailler ensemble ou si tu pouvais réembaucher cette personne, est-ce que tu le ferais? Et bah, curieusement, certains vous diraient, bah, non, et en cherchant, bah non, parce que c'est pas la même maturité de boîte, enfin, dans un contexte différent, blablabla. Enfin, non, je veux dire, si vous avez vraiment aimé bosser avec la personne, ça doit être un oui très enthousiaste. Donc, voilà. Ouais, J'espère que ok, ça peut aider. très cool. On finit sur 2 questions, une de Yanni et Ouais, je suis une contente, de merci. Delphine. Merci à vous. Première, bon, peut-il être pertinent de recruter un profil entrepreneur voulant se reconvertir en tant que sales? Si oui, quels sont les points d'attention? Intéressant. Bah écoute, je me lance. Oui, moi j'ai ces profils dans mon équipe et il s'avère qu'ils ont très bien réussi. En fait, la vérité, c'est quand vous êtes entrepreneur, vous faites de la vente tout le temps. Vous faites de la vente à vos investisseurs, à votre banquier, à vos clients, à vos futurs employés. Donc du coup, vous avez dû développer ces compétences, ou en tout cas, vous avez peut-être justement que vous les maîtrisiez pas, et c'est aussi pour ça que vous voulez venir les apprendre dans le métier de commercial. Et donc du coup, moi, je trouve qu'il y a voilà une vraie motivation, un vrai driver, et qui me fait dire en tout cas, vous êtes motivé pour le rôle. Et deuxième, faut pas votre business acumen, parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez touché à la compta, à la gestion, vous avez eu tout un écosystème qui fait que je pense que vous avez plus de maturité et aussi ouais plus de business acumen. Et c'est quoi un peu les limites ou les points d'attention d'avoir un entrepreneur qui peut être touche à tout, avoir beaucoup d'idées, mais qui parfois est dans un grand groupe et très siloté. Ça match selon toi ou comment tu vois ça? Alors déjà, bonne remarque, faut bien cibler l'environnement et la Ouais. maturité ou typologie d'entreprise. Donc oui, c'est possible qu'un entrepreneur s'y retrouve mieux dans une petite structure Mm. et qu'il ait aussi cette autonomie. Et après aussi le cadre va dépendre. Après, ça va vraiment impacter son quotidien. Donc par exemple, sur les entreprises commerciales et des plus grands groupes, bah, c'est vrai que ça va être assez cadencé. Il y aura déjà un playbook, donc on va pas réinventer la roue et on va être plutôt dans appliquer la méthode qui marche. Versus sur des entreprises voilà qui sont en construction, là effectivement il y aura plus d'espace peut-être d'ajouter sa méthode, son expérience passée et se sentir peut-être moins compressé ou en tout cas on va dire dans un playbook à délivrer quoi. Ok, très clair, je suis d'accord avec toi. Dernière question, après on va vous laisser aller manger ou travailler. Delphine, j'aime bien cette question aussi, qui peut être mal perçue par beaucoup d'employeurs ou de managers. Lorsque le candidat a un side business, qu'en pensez-vous? Et comment faire un avantage en tant que candidat? Vas-y Arnaud, je sais que tu as une idée. Ouais, moi je trouve ça très bien parce que ça montre, je trouve, une ouverture d'esprit, une volonté, un dynamisme et ce côté un peu, je veux aller de l'avant, je veux créer, je veux innover, je veux faire des choses, j'ai faim. Voilà, surtout pour les commerciaux, c'est important. On a faim et on est là pour l'argent, mais pas que. Mais bon, c'est aussi, je pense, une carotte chez des sales qui sont hyper importantes, qui est hyper importante. Et du coup, un side business montre, je trouve, quelqu'un qui va pas rester dans sa zone de confort, quelqu'un qui va vouloir créer, quelqu'un qui va un peu casser les codes en interne aussi, qui va vous faire vous sortir de votre zone de confort en tant que manager, qui va vous challenger aussi un peu au quotidien. C'est ça. Enfin, il faut des profils comme ça, je pense. Pas que aussi des gens qui restent dans le scope, 9h, 8h, métro boulot de dos, 17h, je ferme mon PC et j'y touche plus. Je vulgarise, mais ça existe. Il faut de tout, je pense, dans une équipe. Mais le fait d'avoir des gens qui sont un peu out of the scope et qui vont penser autre chose et qui vont créer des choses à côté, on peut s'en servir. En tout cas, ça peut être une force. Faut juste faire attention à voir un peu la part de temps que ça prend. Moi, je l'évaluerais. Moi, je le considère en tout cas et je dis ok, c'est super, mais parle-moi-en et j'évalue aussi. Ça te prend combien de temps par semaine? Est-ce que c'est 2 heures ou 10 heures?
Si c'est 10 heures, est-ce que, pardon, est-ce que tu le fais de 21 à 23 ou tu le fais de 16 à 18, par exemple? Donc, va falloir faire quand même attention à ça. C'est quoi un peu le projet du side business? Est-ce que, bah, si on creuse et que la personne, elle lâche, ok, dans un an, je veux passer full time dessus, un peu compliqué. Si c'est quelque chose qui génère un peu d'argent, qui est voilà, qui est aussi en lien avec le business, bah ça peut être intéressant. Et en tant que candidat, comment faire un avantage moi, je le communiquerai tout en prenant ces pincettes de dire attention, c'est un side business, c'est voilà, j'y passe 2-3 heures par semaine, ça me permet de faire ça, ça, ça. Voilà les compétences que j'acquiers en faisant ça. Ça pourrait aussi te servir parce que ça, etc. Voilà comment je le mettrai en avant parce que ça peut faire peur, d'une part par la notion de temps, par la notion de fidélité dans cette business. Le manager un peu ploplo, il va dire putain, il bosse, il fait un peu autre chose, etc. Bah ouais, mais faut aller un peu au-delà de ça, mais il faut bien le communiquer. Faut pas juste dire ok, j'ai un side business, je vends des sushis de 18 à 20 heures sur un site e-commerce. Et voilà, faut bien expliquer le pourquoi, le comment, c'est quoi enfin c'est quoi la vision. Et après, si ça matche pas, ça matche pas. Mais je pense qu'il faut pas s'en cacher non plus. Voilà, voilà mon avis. Je dirais peut-être ce qu'on peut tourner à son avantage. Alors, comme disait Arnaud, c'est peut-être justement anticiper les biais et tout de suite se dire, voilà, j'ai un side business, par contre, je m'organise comme ça. Comme ça, vous évitez même qu'on vous pose la question et vous anticipez ses craintes. Et deuxièmement, comment le valoriser, c'est dire, bah, en fait, ce side business-là m'apporte cette compétence ou cette connaissance, et du coup, vous le transposez bah, au rôle sur lequel vous vous positionnez. Et en fait, je me dis, bah ouais, c'est un vrai avantage parce que mon candidat va être plus affûté sur ses connaissances ou ses compétences-là. Yes, exactement. Trop cool. Bah, je pense qu'on est bien. On a un peu dépassé le temps, mais c'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a servi, que vous avez appris des choses. On vous souhaite à tous un bon appétit. Et puis, bah, bonne journée à tous. Et merci Adeline d'avoir répondu à mes petites questions. Ciao, Merci à ciao. toi Arnaud et puis merci à tous et j'espère à bientôt.